Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai paradoxe financier. Comment est-ce que l'un des placements, disons-le, les moins rentables qui soient, je parle du livret d'épargne classique, comment peut-il être l'outil le plus puissant pour acheter quelque chose que l'argent, en principe, ne peut pas acheter? La tranquillité d'esprit. C'est une excellente manière de poser le problème. On va voir que la performance d'un outil financier, ça ne se mesure pas toujours en pourcentage de rendement. Parfois, ça se mesure en pourcentage de stress en moins. Exactement. Le sujet du jour, ce sont ces grosses dépenses annuelles. L'assurance de la voiture, les impôts, le budget pour les vacances. Enfin, toutes ces bombes à retardement financières. Celles qui, même si on sait qu'elles vont arriver, finissent souvent par nous exploser au visage. Hmm. Pour explorer ça, on s'appuie sur un guide pratique qui est dédié à la sécurisation de l'épargne. Et dès le début, le ton est donné par une citation que je trouve formidable. Ceux qui ne prévoient pas les dépenses rares les payent deux fois, en argent et en stress. Ah oui, cette phrase résume tout, vraiment. Il y a le coût visible, celui qui est sur la facture, et puis il y a le coût invisible. L'anxiété avant, les complications après, et c'est souvent ce coût invisible qui en fait pèse le plus lourd. Notre mission aujourd'hui, c'est donc de décortiquer la stratégie que propose ce guide. Une méthode qui a l'air toute simple, mais qui, si on en croit le document, est redoutablement efficace pour désamorcer ces bombes et regagner cette fameuse sérénité financière. Formule magique. Il insiste beaucoup sur le choix des bons outils, sur les compromis à faire, et c'est là que la stratégie prend, je trouve, toute sa dimension. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le point de départ du guide, c'est cette idée de lisser les dépenses pour éviter le choc. Une facture de 1200 € en septembre, ça peut torpiller un budget. Ah oui, clairement. L'idée, c'est de transformer cette montagne en une promenade de santé mensuelle. Ou en tout cas en une série de petites collines beaucoup plus faciles à franchir. La méthode proposée est très structurée, en 3 étapes. La première, elle peut sembler un peu fastidieuse, mais c'est le socle de tout. Il faut jouer un peu au détective avec ses propres finances. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'il faut lister, mais vraiment sans aucune exception, toutes les dépenses qui ne sont pas mensuelles. On prend ses relevés de l'année passée et on traque tout. d'accord, Les assurances, bien sûr, la taxe foncière, l'entretien de la voiture, la révision de la chaudière, les abonnements annuels. Et même des choses plus personnelles, comme le budget des cadeaux de Noël ou les vacances d'été. Tout ce qui ne tombe qu'une fois par an. c'est un exercice intéressant à faire. On se rend souvent compte que ces petites dépenses, une fois qu'on les additionne, Ça monte très vite. ça représente une somme considérable. Le guide prend l'exemple d'une certaine Sandra. Après avoir fait sa liste, elle arrive à un total de 2400 € pour l'année. Et là, on arrive à la deuxième étape, l'addition. Bon, voir ce chiffre de 2400 € en face de soi, ça peut faire un peu peur. Mais c'est un moment de vérité qui est nécessaire. Sans ce chiffre, on navigue complètement à l'aveugle. Et la troisième étape, c'est là qu'arrive la magie des maths simples. On prend ce total, 2400 €, et on... On le divise par 12. Exactement. On divise par 12. Ça nous donne 200 €. C'est donc le montant que Sandra doit mettre de côté chaque mois pour couvrir toutes ses dépenses, sans jamais être prise au dépourvu. Et ce qui est fascinant ici, et le guide le souligne vraiment bien, c'est le changement psychologique. Ah oui. Oui, on ne parle plus seulement de gérer de l'argent. On parle de gérer son anticipation, de gérer son stress. La grosse facture anxiogène qui plane là, à l'horizon, elle se transforme en une petite ligne de 200 € dans le budget mensuel. Au même titre que l'abonnement téléphonique ou les courses, quoi. D'accord. On passe d'une posture réactive où on subit l'événement à une posture proactive où on le prépare. C'est une charge mentale en moins, en fait. Tout à fait. Le produit qu'on achète avec ces 200 € par mois, ce n'est pas un rendement. C'est de ne plus avoir à y penser. On ne subit plus son calendrier financier, on le pilote. C'est précisément ça. Le bénéfice, il n'est pas tant dans le calcul lui-même que dans la routine que ça installe. Sortir 400 € d'un coup, c'est un effort, c'est une décision, parfois c'est un sacrifice. Alors que mettre 200 € de côté chaque mois, ça devient une habitude, un automatisme presque, indolore. Ok, donc le plan est clair. Pour Sandra, c'est 200 € par mois. Mais là, une question très pratique se pose, et c'est souvent là que le bas de blesse. Si ces 200 € restent sur le compte courant, au milieu de toutes les autres dépenses, ils risquent de, De s'évaporer. oui, de s'évaporer comme par magie avant la fin du mois. J'imagine que le guide a une solution pour isoler cet argent. Bien sûr, c'est le piège classique.
La séparation physique de cet argent est aussi importante que la décision de l'épargner. Le guide est très directif là-dessus. Il fournit un tableau très clair pour choisir le bon contenant. Il faut un compte dédié avec des caractéristiques qui répondent à un cahier des charges très très précis. Et quelles sont ces caractéristiques? Alors, l'objectif, c'est de faire face à des dépenses qui sont certaines à court terme, c'est-à-dire dans les 12 prochains mois. Donc, le premier critère, et il est non négociable, c'est la sécurité. Le tableau indique risque nul, aucun. C'est fondamental. Certains pourraient se dire aucun risque, ça veut dire aucun rendement, ou presque. Est-ce que je ne ferais pas mieux de placer cet argent sur un compte un peu plus dynamique, même avec un tout petit risque pour au moins battre l'inflation? C'est une excellente question, et c'est là que le guide apporte une nuance qui est essentielle. Il faut bien comprendre la mission de cet argent. Sa mission, ce n'est pas de créer de la richesse, ce n'est pas un investissement. Sa seule et unique mission, c'est d'être disponible dans son intégralité le jour J, le jour où la facture tombe. D'accord. Chercher à le faire travailler, ce serait prendre le risque, même infime, qu'il ne remplisse pas sa mission. Ce serait un peu comme demander à un gardien de but de monter marquer un corner à la dernière minute, alors qu'on est en train de gagner le match. Le gain potentiel est minuscule par rapport au risque qui est catastrophique. Donc le guide recommande des livrets réglementés, type livret A ou LDDS. Ces comptes que tout le monde connaît en fait. Exactement. Pour deux raisons qui découlent de la première. D'abord, la sécurité totale du capital, qui est garantie par l'État. Et la deuxième caractéristique clé, c'est la liquidité. Retrait immédiat. L'argent doit être accessible instantanément, sans délai, sans pénalité. Si l'assurance voiture est prélevée le 5 du mois, l'argent doit pouvoir passer du livret au compte courant le 4, sans aucune friction. Ça me fait penser à un autre point du tableau qui pourrait en décourager certains. Il est écrit « rendement potentiellement négatif en prenant en compte l'inflation ». Le glossaire du document définit d'ailleurs l'inflation de façon très simple. C'est quand les prix augmentent un peu partout et que l'argent permet d'acheter moins de choses qu'avant. Alors, accepter un rendement négatif, est-ce que ce n'est pas un mauvais calcul? C'est là qu'il faut comprendre le compromis qu'on fait. Oui, si l'inflation est à 3% et que le livret A rapporte 3%, le rendement réel est de 0. Si le livret rapporte moins, on perd un tout petit peu de pouvoir d'achat. Mais ce qu'on achète en acceptant ce rendement faible ou négatif, c'est une garantie absolue. Hmm, C'est le coût d'une assurance tranquillité. Penser que l'inflation va ruiner cette épargne court terme, c'est un peu comme refuser de mettre un gilet de sauvetage parce qu'il n'est pas la dernière mode. La fonction première ici, ce n'est pas le style, c'est-à-dire le rendement, c'est d'éviter la noyade. Donc le découvert bancaire et le stress. d'accord. Pour un objectif à moins d'un an, c'est le seul choix vraiment prudent. Vu comme ça, c'est beaucoup plus clair. On n'optimise pas un gain, on élimine un risque. Bon, on a le montant, on a le compte, reste le plus dur, la discipline. Mettre 200 € de côté tous les mois. C'est facile en janvier, mais en mai, quand il y a un week-end prolongé qui se présente, la tentation est grande de piocher dedans. En se disant, je me rattraperai plus tard. Voilà. Et on ne se rattrape jamais. L'être humain est programmé pour la gratification immédiate. Se forcer à épargner, ça demande un effort de volonté, et notre volonté, c'est une ressource limitée qui s'épuise. Je me reconnais tellement là-dedans. C'est un peu comme avouer sa propre faiblesse et chercher un moyen de la contourner. Et c'est là que le guide donne son conseil le plus pratique, dans la section « À retenir L'automatisation. C'est l'astuce comportementale la plus puissante en finance personnelle. Le guide le formule comme ça. Mettre en place un virement automatique, c'est tout simple. ». C'est le principe du « on y pense une fois et on oublie ». On programme un virement permanent depuis son compte courant vers son livret A. Pour Sandra, 200 € qui partent le premier de chaque mois, juste après la paye. C'est ça. Le système travaille pour nous. Plus de décisions à prendre, plus de discipline requise. On élimine le point de friction. En rendant l'épargne automatique, on en fait le choix par défaut. L'argent est mis de côté avant même qu'on ait la chance de le voir et de penser à le dépenser. Ah oui, c'est malin. C'est une façon de se protéger de ses propres biais cognitifs. La beauté de la chose, c'est qu'au bout de quelques mois, le cerveau s'habitue à vivre avec le budget qui reste. Et les 200 € ne manquent plus. En fait, ils n'ont jamais été vraiment disponibles. Et le guide conclut cette section avec l'objectif final de la démarche, résumé en 5 mots. Objectif, 0 surprise, 0 découvert. Tout est là. Et ça nous ramène directement à la citation du début. On paye les dépenses 2 fois, en argent et en stress. L'automatisation vers un compte sécurisé, ça annule ces 2 paiements. D'abord, le coût financier, celui des agios d'un découvert, il disparaît.
On cesse de payer des intérêts à sa banque pour régler des factures qui étaient pourtant prévisibles. Et le coût émotionnel. Il est pulvérisé. Le stress de voir la date approcher, l'anxiété de devoir jongler avec les comptes, les discussions tendues que ça peut provoquer, tout ça s'évanouit. L'objectif, ce n'est donc pas simplement de payer ses factures, c'est de s'offrir, pour 200 € par mois dans le cas de Sandra, une année entière de tranquillité d'esprit. Et ça, c'est sans doute le meilleur retour sur investissement qu'on puisse espérer. Cette méthode, elle a l'air d'être une solution presque parfaite, une sorte de recette universelle. Mais j'ai remarqué que le guide prend soin de mettre un bémol, avec une section de mise en garde. Oui, et c'est une marque de sérieux, je trouve. Un bon guide donne des outils, pas des vérités absolues. Il reconnaît que le contexte de chacun est différent. Oui, l'esprit du texte, c'est de dire « Attention, ceci est un contenu éducatif, informatif, mais ce n'est pas un conseil personnalisé. C'est une source d'inspiration, pas une prescription. » D'ailleurs, j'aime beaucoup la citation de Charlie Munger qu'ils utilisent pour conclure cette partie. « Prenez les idées là où elles sont, mais utilisez votre propre cerveau pour les assembler. » Cet avertissement est crucial, parce que si la méthode est universelle, les chiffres et son intégration dans une stratégie globale sont, eux, strictement personnels. Bien sûr. Les revenus, la composition du foyer, les autres projets, tout ça est unique. Et ça soulève une question importante, hein. Comment est-ce que cette brique s'intègre dans la construction de toute la maison financière? La brique, c'est cette épargne pour les dépenses annuelles. Mais il y a d'autres briques. Exactement. Le document nous donne une pièce maîtresse du puzzle, mais il ne nous donne pas l'image finale. Cette épargne de lissage, c'est probablement l'une des toutes premières choses à mettre en place, juste après s'être assuré d'avoir un fonds d'urgence solide. Mais elle doit cohabiter avec l'épargne pour la retraite, pour un projet immobilier, pour les études des enfants. L'avertissement, c'est simplement un rappel à l'ordre. Prenez ce principe qui est puissant, adaptez les chiffres à votre réalité et placez cette pièce au bon endroit dans votre propre puzzle financier. C'est une mise en perspective très saine. Si on devait résumer l'idée maîtresse de cette analyse, ce serait donc cette notion de transformation. On transforme des chocs annuels, qui sont stressants et déstabilisants, en une simple routine mensuelle, invisible et automatisée. C'est vraiment l'idée de reprendre le contrôle. C'est parfaitement ça. C'est un outil pour passer du siège passager au siège conducteur de ses finances personnelles. Et en y réfléchissant, ça peut ouvrir une porte vers une réflexion plus large. C'est-à-dire, Nous avons vu comment lisser les dépenses qui sont prévisibles, qui sont certaines. La question qui se pose alors, assez naturellement, c'est comment ce même principe de lissage et d'anticipation pourrait s'appliquer pour se préparer non pas au prévisible, mais à l'imprévisible. Je pense notamment à la constitution d'un fonds d'urgence pour faire face aux véritables coups durs de la vie. c'est une excellente question pour prolonger la réflexion. La logique de fond reste la même, mais l'application est certainement différente. Si cette analyse vous a éclairé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour nos prochaines explorations.